Bonjour à tous, merci de participer à ce focus sur la mobilité hybride. Vous êtes très nombreux et nous voyons que la diversité de l'enseignement supérieur est bien représentée. L'objectif en fait de cette table ronde, c'est de vous présenter un panel d'activités à distance possibles dans le cadre de la mobilité hybride. Avec l'aide de témoignages, à l'aide d'exemples également. Et nous vous présenterons aussi les premiers éléments stabilisés sur la mobilité hybride dans le cadre du nouveau programme Erasmus. Cependant, nous ne sommes pas encore en capacité de vous présenter des modalités techniques ou financières, mais nous aurons bien d'autres, parce que ces éléments ne sont pas stabilisés, mais nous aurons encore d'autres moments, d'autres temps d'échange et de présentation avec vous. Si vous voulez réagir durant ce focus, vous avez la possibilité d'utiliser le chat. Un bandeau doit passer sur votre écran et vous inviter à vous connecter sur slido, sli.do, avec le code Erasmus, voilà, pour recueillir vos réactions. Merci Annabelle. Donc pour animer ce focus, Annabelle, Laurent et moi-même, Jean-Louis, de l'agence Erasmus Département Promotion. Également, merci à nos invités qui ont accepté de venir témoigner. Donc, à ma droite, Karine Durieux-Affat, du lycée Brémontier. Tu nous mets les noms, peut-être, s'il te plaît ? Pardon, je mets les noms. Hop. Voilà. Sébastien Lepicard et Sonia Lehmann-Frisch, du projet d'Université européenne EDUC. Gilles Alonso, du Conservatoire de Lyon. Et Elena Tegowska, de la Commission européenne. Un petit mot sur le programme, Annabelle ? Eh bien, après avoir parcouru quelques éléments de contexte, nous découvrirons les différents possibles d'activités à distance à l'aide donc de témoignages et d'exemples. Ensuite, nous vous présenterons les premiers éléments stabilisés de la mobilité hybride dans le programme Erasmus+ 2021-2027. Alors, si j'ai bonne mémoire, Annabelle, on trouve déjà des activités distancielles dans l'actuel programme. Mais oui, en réalité, dans le programme actuel 2014-2020, dans les projets de partenariat stratégique, il était possible de mettre en place des programmes d'études intensifs. Ces programmes d'études intensives peuvent prendre la forme de, je cite, des activités combinant une ou plusieurs périodes de mobilité physique de courte durée et la mobilité virtuelle, qui est précisé ainsi, utilisation de technologies de l'information et de la communication, telles qu'espaces de travail collaboratif, diffusion en direct, vidéoconférences, médias sociaux, etc., pour compléter ou prolonger les acquis de l'apprentissage de la mobilité physique. Mais des mobilités hybrides sont possibles sur les contrats actuels, en fait, les contrats de subvention actuels ? Oui, en effet. Afin de s'adapter au nouveau contexte sanitaire, le programme Erasmus permet, dès 2020, aux étudiants, mais également au personnel, enseignants et administratifs, de participer à des mobilités hybrides qui associent en fait des activités distancielles combinées à des mobilités physiques. En d'autres termes, cela signifie qu'il est possible aujourd'hui de substituer une partie des mobilités physiques par des activités distancielles si les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Toutefois, une mobilité physique devra impérativement avoir lieu dans le respect des durées de l'actuel programme, c'est-à-dire 3 mois pour les mobilités d'études et 2 mois pour les mobilités de stage. Et pour les personnels ? Pour les personnels, c'est différent. En fait, la mobilité pourrait être effectuée de manière complètement virtuelle si les conditions sanitaires ne permettent pas une mobilité physique. Et est-ce qu'il est possible d'avoir une interruption entre les activités distancielles et les périodes de mobilité physique ? Oui, en fait, c'est tout à fait possible. En gros, nous anticipons ainsi la mise en place d'une disposition du prochain programme pour offrir en fait une flexibilité maximum aux établissements. Un premier témoin ? Oui, nous allons maintenant illustrer ce que peuvent être les mobilités hybrides grâce à un premier témoignage. Je vais donc passer la parole à Karine Durieux-Affat, qui est professeure d'espagnol au lycée Brémontier de Bordeaux et qui va nous présenter en fait un projet conduit avec une classe de BTS. Ce projet a été mis en œuvre notamment grâce à la plateforme eTwinning qui permet en fait aux acteurs de l'éducation des pays européens de communiquer et de partager les projets. Donc Karine, est-ce que vous pourriez nous présenter les objectifs et les résultats atteints de votre projet
Également les différentes actions mises en œuvre et comment vous avez utilisé la plateforme eTwinning. Très bien. Donc c'est un projet qui s'intitule Io Persona, qui a été mené entre 2018 et 2019 avec des étudiants de BTS NDRC, donc c'est des étudiants en négociation et digitalisation de la relation client. C'est un projet qui portait sur la psychologie, la personnalité, les émotions. Il fallait travailler sur la motivation et l'estime de soi, dans l'objectif de mettre toutes ces thématiques en relation avec des aspects de la vie quotidienne et du monde professionnel. Il s'agissait d'encourager la réflexion, la pensée critique, la connaissance de soi et des autres. Nous avons travaillé à la fois avec des collègues de langue, mais aussi avec des professeurs de psychologie notamment. L'idée était de rendre les élèves acteurs de leur apprentissage et donc de développer la créativité, l'autonomie. Pour moi, c'est important de faire ce projet avec ces étudiants de BTS parce que sur ce BTS, ils n'ont pas la possibilité de faire un stage à l'étranger. Donc ça me permettait une certaine ouverture culturelle pour ces étudiants qui préparent une formation de commercial. Et donc c'était l'idée d'utiliser la langue dans toute sa dimension sociale. Donc c'est un projet qui a été mené avec plusieurs partenaires européens. C'est un projet collaboratif. Nous avions donc créé 12 équipes internationales, donc il y avait à la fois des Français, des Espagnols bien entendu, des Italiens, des Slovènes, des Belges, des Portugais. Et nous avions donc sur cette plateforme eTwinning, nous avons un espace dédié qui s'appelle un Twin Space. Et sur ce Twin Space, nous avons la possibilité donc de partager des documents, de mettre en place des activités. Donc on avait mis en place une activité par mois. Et à partir de cette activité, les étudiants ont donc effectué différents échanges. Donc c'était pour la plupart des échanges asynchrones. Donc ils utilisaient des fonctionnalités du Twin Space. Donc ça pouvait être la messagerie, ce qu'on appelle le Twin Mail, le forum, parce que pour chaque activité dédiée, un forum avait été créé. Donc ils échangeaient sur ce forum. Il y avait aussi la possibilité de faire du chat ou des visioconférences. L'autre outil aussi qui pouvait être utilisé, c'était pour chaque activité de mettre en place des débats avec un système de vote qui permettait donc aux étudiants de pouvoir voter à partir des différentes activités. Au niveau de ce travail, très, très concrètement, moi j'ai consacré à peu près 1 heure par semaine à ce projet. Nous avions différentes phases d'activité. Je commençais toujours par une réflexion collective autour d'un fait de langue, d'une situation de communication. Il y avait ensuite un retour qui pouvait se faire en classe ou se faire chez l'étudiant, un retour individuel et une préparation de la contribution qu'il allait faire autour de cette activité. S'en suivait ensuite des échanges entre partenaires français, donc ce qui se faisait en classe, à l'oral. Et ensuite, à partir de ces échanges, les étudiants donc, communiquaient avec leurs partenaires européens, donc via les différents outils que j'ai mentionnés précédemment, donc soit le Twinmail, soit le chat, soit les forums. Et à partir de là, donc, du coup, se déroulaient les différents échanges du projet. D'accord. Donc on voit en fait que c'est une activité distancielle qui peut préparer les étudiants ensuite à faire une mobilité physique. Oui, effectivement. Donc c'était pour moi l'idée donc c'était des étudiants qui effectivement, comme je le disais, n'ont pas l'opportunité de faire un stage à l'étranger sur ces 2 années de BTS, mais très souvent dans leur poursuite d'études après en licence professionnelle, c'est là, en général, qui partaient 6 mois à l'étranger. Donc c'est vrai que ça leur permettait d'avoir un contact, en fait, de préparer ces futurs échanges sur des activités extrêmement concrètes. D'accord. Et vos partenaires, vous les avez trouvés via la plateforme eTwinning? Oui, en fait, la fondatrice du projet espagnol, je l'ai rencontrée lors d'un projet précédent, eTwinning, et donc nous avons eu l'idée toutes les deux de partir à nouveau sur un projet très, très, très souvent. Enfin, sur cette plateforme d'eTwinning, vous avez un forum de rencontres de partenaires où on peut publier des recherches de partenaires, et c'est souvent comme ça que naissent les projets. Très bien. Ben, nous remercions Karine Afat pour cette présentation de l'utilisation de la plateforme eTwinning. Alors, nous avons un autre exemple. Oui, un autre exemple qui est différent, complètement différent en fait. C'est un projet qui est porté par Unilassal, qui est un pôle d'enseignement supérieur dans les sciences de la Terre, du vivant et de l'environnement. Cette école forme des ingénieurs, des licences pro et des masters, et c'est justement dans le cadre d'un master conjoint Erasmus Mundus, dénommé Implant, qu'il a été proposé aux étudiants de conduire un projet en distanciel sur la sélection et l'amélioration des plantes. Donc ce cours s'appelle en fait Pilot Case. Il est complètement intégré dans le master et il est conduit en groupe composé de 4 étudiants qui sont en master 1 issus des 5 universités partenaires. Donc en fait chaque groupe va conduire ce projet. Alors ce projet débute
par une mobilité physique des étudiants qui se retrouvent tous sur le même site de Beauvais en France pendant une semaine. Donc cette première étape permet de former les étudiants sur la gestion de projet et de constituer les groupes, mais également de choisir le sujet d'étude. Ensuite, chaque étudiant revient dans son université et durant 18 mois, ils vont travailler sur le projet. Tout au long du projet, ils peuvent également rentrer en interaction avec les différents enseignants des universités, mais aussi prendre contact avec des entreprises spécialisées dans l'amélioration des plantes. 3 évaluations orales sont programmées. Celles-ci se font en visioconférence, en présence également de l'ensemble des étudiants des universités partenaires sur ce projet. C'est un exemple intéressant d'une façon de travailler à distance sur des contenus et sur l'évaluation. Mais en fait, ce projet Pilot Case, est-ce que ce n'avait pas fait l'objet d'un projet de partenariat stratégique auparavant? Si, en fait, ce projet avait été testé d'abord en 2015 dans le cadre d'un projet de partenariat stratégique pour ensuite être intégré dans le master qui, lui, a été financé en 2017 et qui fonctionne toujours et qui est toujours d'actualité. Alors maintenant, nous vous proposons un témoignage de nature différente et de plus grande ampleur. Annabelle, donc je te laisse présenter nos témoins. Alors, EDUC est un projet d'université européenne, European Digital University, une alliance dont le projet repose sur les différents formats de mobilité et d'échange des étudiants. Parmi ces différents scénarios, au cœur du projet EDUC, la mobilité hybride qui associe des échanges virtuels et différentes formes de coopération à des mobilités courtes. Nous accueillons, bonjour, Sonia Lehmann-Frisch de l'Université Paris-Nanterre et Sébastien Lepicard de l'Université de Rennes 1 qui coordonne le projet. Tous les deux vont nous éclairer en fait sur les objectifs de ces dispositifs et nous présenter un petit peu les moyens, les différentes étapes, en fait, la mise en place concrète de ces dispositifs au sein de EDUC. Oui, bonjour. Alors peut-être juste un demi-mot de préambule tout de même pour bien préciser que mobilité hybride, donc qui sont l'un des dispositifs majeurs de EDUC, ont peu de choses à voir avec ce que nous sommes en train, tous, nous, universités et établissements d'enseignement supérieur, voire de l'enseignement secondaire, en train de mettre en place en lien avec la crise sanitaire. Et qui repose sur de l'hybridation, mais plutôt en général sur des rotations entre certaines séances en présentiel pour les étudiants et puis d'autres en distanciel en raison des normes sanitaires à respecter. On est bien loin de ce dispositif ici. Les mobilités hybrides qu'on met en place nécessitent de l'anticipation, un partenariat avec des collègues déposés bien en amont. Et qui repose encore une fois donc sur un échange virtuel plus que mobilité virtuelle, un échange virtuel qui se solde ultimement par une mobilité physique courte. Merci. Sébastien. Sébastien. Pour compléter effectivement par rapport à ce dont on parlait par rapport aux conditions sanitaires, là c'est vraiment formé à l'internationalisation, à la collaboration entre étudiants internationaux que vont nous permettre ces mobilités hybrides. Donc ça, c'est vraiment pour bien cadrer ce dont il s'agit. C'est la raison pour laquelle nous vous avions contacté. Voilà. Après, pour ce qui concerne les objectifs, peut-être, qu'on peut donner à cette partie-là du programme de notre alliance, c'est d'ouvrir vraiment une expérience à l'international pour des étudiants qui sont éloignés des possibilités, soit pour des raisons financières, soit simplement pour des barrières un peu plus psychologiques, de faire une mobilité longue. Et donc l'idée, c'est de leur offrir une introduction à cette mobilité internationale par des pratiques à distance, et puis ensuite, bien sûr, à compléter par une mobilité soit courte dans un premier temps, mais aussi être un tremplin pour une mobilité plus longue, on espère la plus répandue possible. On souhaite tous que ce soit des mobilités physiques à la fin qui prennent de l'ampleur. Mais bien sûr, voilà, c'est aussi une question de moyens financiers. Et puis, peut-être un autre point qui était important pour nous dans cette expérience de mobilité hybride, c'est aussi de renforcer les mobilités physiques actuelles par une meilleure préparation qui peut se faire déjà en virtuel, mais par aussi des compléments qui peuvent être faits en aval de la mobilité physique, qui peuvent prolonger, consolider, rendre encore plus fructueuse la mobilité physique qui a lieu.
voilà, une fois qu'elle est terminée, on peut encore avoir des interactions à distance qui la renforcent. Ça, c'est pour les objectifs, hein. Je te laisse compléter, Sonia, si tu veux. Simplement pour insister sur le fait qu'il s'agit vraiment de multiplier les formats possibles, ou comme nous on les appelle au sein d'EDUC, les scénarios pédagogiques possibles de coopération à l'international, et en s'appuyant en particulier sur les outils numériques qui commencent à devenir relativement classiques d'usage dans l'enseignement supérieur, mais dont toutes les possibilités encore n'ont pas forcément été explorées. Ensuite, peut-être alors pour vous présenter très rapidement les dispositifs dans lesquels la mobilité hybride est mise en pratique dans EDUC. D'abord, on a un dispositif qui s'appelle spécifiquement travail sur projet sur la base d'une collaboration virtuelle et qui s'achève sur une mobilité commune d'une semaine pour l'ensemble des étudiants des 2 partenaires ou 3 partenaires impliqués, soit chez les uns, soit chez les autres, soit dans un tiers-lieu. Donc vraiment un projet pédagogique concret de travail entre les étudiants qui culmine dans la rencontre et l'exposition des résultats du travail en commun lors d'un séjour court de rencontres dans une université. Mais plus largement, on a aussi un autre ensemble de dispositifs qui visent à explorer le maximum de formats virtuels, de collaboration virtuelle, et c'est ce que les Américains appellent le Collaborative Online International Learning, qui repose donc d'abord et avant tout sur les outils du numérique, et dont on peut... Le COIL, voilà, le COIL, Collaborative Online International Learning, et qui comprend une vaste palette de formats pédagogiques, de la classe partagée de 2 enseignants en synchrone, c'est-à-dire simultanément avec chacun leur groupe étudiant ensemble, et qui peuvent être en téléprésence, donc qui est vraiment le format le plus sophistiqué, et donc aussi techniquement le plus compliqué parfois, mais on peut à l'autre bout de cette palette mettre en place aussi des activités beaucoup plus simples où chaque enseignant par exemple garde son groupe classe et s'occupe lui-même de faire son enseignement dans le format qu'il le souhaite, et la collaboration se réduit par exemple au travail entre étudiants sur un projet particulier, ce projet étant mené en groupe, dans des groupes évidemment internationaux, binationaux, et qui emmène ensuite les étudiants à communiquer entre eux avec toute une multitude d'outils à leur disposition, et qui peuvent eux-mêmes trouver. Hein, on est très loin du niveau de technicité de la classe partagée que j'évoquais tout à l'heure. Ils peuvent utiliser Messenger, ils peuvent utiliser Facebook ou autre. Tout ça dans la perspective de construire ce projet. Sébastien, si tu veux peut-être... compléter par le fait qu'on ne l'a pas tout à fait présenté au début, mais EDUC est en fait une alliance de 6 universités, hein, donc dans 5 pays différents. L'Italie, la République tchèque, la Hongrie, l'Allemagne, donc Potsdam est notre coordinateur, et puis Paris-Nanterre et Rennes 1. Et en fait, là, le pilote EDUC, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est effectivement une phase pilote à laquelle on participe sur les 3 premières années. Ça va être vraiment de développer ces scénarios dont Sonia parlait, de manière à pouvoir extraire les plus efficaces aussi, hein, les plus faciles à mettre en œuvre, parce qu'on aura après un passage à l'échelle à faire qui est le moment le plus important. C'est-à-dire comment est-ce qu'on part de quelques cas particuliers qui fonctionnent, comment on choisit ceux qui fonctionnent le mieux. Et ce que j'appelle fonctionner, c'est soit que le temps de préparation soit raisonnable pour les enseignants, que l'interaction soit maximale aussi. Et donc là, il y a toute la question de l'accompagnement par des ingénieurs pédagogiques qui est vraiment clé dans ce genre de développement de pilotes, parce que sans leur accompagnement, en fait, voilà, on n'est pas des professionnels en tant qu'enseignants-chercheurs de l'interaction à distance par les outils numériques. Donc, on a vraiment besoin de cet accompagnement très fort des ingénieurs pédagogiques pour trouver les meilleurs scénarios. Ensemble, hein, c'est les enseignants et les étudiants qui vont expérimenter dans la phase pilote quels sont ce qui marche, ce qui marche pas. On va créer vraiment une communauté de pratique durant le début de ce projet. Et ensuite, le passage à l'échelle, voilà, c'est ça notre difficulté après. Hein. On ne veut pas juste créer un cas particulier qui marche, mais voir quelles sont les différentes possibilités qu'on peut offrir ensuite aux collègues pour
comme je disais, passer à l'échelle, ça veut dire avoir un plus grand nombre possible de collaborations internationales et pas seulement avec 2 universités, hein, ça peut être 3, 4, 5. Donc voilà, avec du coup du multilinguisme, enfin beaucoup d'enrichissements possibles pour les étudiants et les enseignants-chercheurs, c'est vraiment très excitant. Très bien. Et peut-être aussi insister enfin sur donc sur ces fameux outils. Hein. À la fois on repose sur une plateforme assez ambitieuse qui est d'ailleurs directement en lien avec le projet qui a été évoqué hier de OpenU, mais en même temps ces formats d'échange virtuels peuvent être très simplement appuyés par l'utilisation de multiples outils qui sont déjà utilisés par les étudiants et par les enseignants. Ça d'une part, et puis d'autre part, la mise en route de ces collaborations repose sur à la fois donc l'accompagnement pédagogique par les ingénieurs pédagogiques. Et puis c'est tout à fait clé pour remporter l'adhésion des enseignants. En même temps, sur la constitution de cette fameuse communauté de pratique, d'une part, et puis la mise en place aussi de formations en lien directement avec nos ingénieurs pédagogiques. Et peut-être un dernier mot aussi pour insister sur les attentes et l'écho que déjà ce projet rencontre, puisque ces actions n'ont pas encore été mises en place. Elles sont prévues pour le mois de janvier prochain. Mais l'écho déjà est tout à fait favorable au sein de l'université. On a mené au sein des différents partenaires une brève enquête sur les attentes par rapport à EDUC et par rapport aux différents projets pédagogiques qui sont en train d'être construits. Et justement, parmi les différentes activités pédagogiques numériques citées au sein de cette enquête, l'une des actions qui attire le plus l'intérêt de nos collègues, ce sont ces projets de mobilité virtuelle. C'est le premier dispositif qui retient l'intérêt de nos collègues, donc ce mélange d'échanges virtuels et qui se solde, qui se complète par une mobilité physique courte d'1 semaine. D'accord. Mais on est en plein dans la mobilité hybride alors. Merci. Absolument. Peut-être qu'il y aura des questions en fait, hein, mais on va avancer. Merci beaucoup Sonia Lemonfrisch et merci Sébastien Le Picard d'avoir partagé avec nous ces axes de réflexion pour offrir des opportunités de travail collaboratif à distance, à l'échelle européenne, pour des étudiants qui sont quelquefois éloignés de la mobilité physique. Très bien. Merci. On continue notre tour de France, Annabelle ? On va à Lyon ? Alors, on va à Lyon et nous accueillons Gilles Alonso du Conservatoire de Lyon. Bonjour Gilles. Bonjour. Le CNSMD de Lyon a créé une classe de composition pour l'image en 2004 qui a donné naissance en 2015 au projet Erasmus+ InMix, un master international. Est-ce que tu peux nous mettre la diapo ? Je ne sais pas si c'est possible. Merci. Un master international de composition pour l'image. Et au-delà de la mobilité physique des étudiants pendant les 2 années du master, il a été mis en place des enseignements en mobilité virtuelle, une méthode pédagogique innovante pour les conservatoires. Que pouvez-vous nous dire, Gilles, sur les contenus des cours suivis à distance et sur leur valeur ajoutée dans le cursus ? Oui, alors bonjour. Le master InMix, en effet, est un master de composition pour l'image qui regroupe 4 établissements d'enseignement de la musique, 3 en Europe, le Conservatoire de Bologne, la School of Arts de Gand, le CNSM de Lyon et l'Université de Montréal. Chaque cohorte de 12 étudiants est recruté tous les 2 ans et permet donc à ces étudiants d'aller dans 1 an dans 2 des 4 établissements partenaires, en fonction des spécialités que proposent les établissements et en lien avec le projet professionnel de l'étudiant. L'idée de faire ces cours en mobilité virtuelle était d'enrichir la proposition pédagogique du programme, et ce, sans créer d'enseignement spécifique
dans les écoles, mais plutôt en mutualisant des enseignements qui existaient dans les écoles partenaires. Ça nous permettait vraiment d'enrichir l'offre pédagogique. Et c'est aussi, d'une certaine manière, permettre à tous les étudiants de se retrouver alors en virtuel pendant ces moments-là, mais surtout d'être un peu présent dans les 4 établissements durant les 2 années de cursus. Alors, en termes de contenu, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que dans les conservatoires, l'essentiel des activités sont des activités de pratique instrumentale, donc qui permettent difficilement un enseignement en mobilité virtuelle. Dans le cas de notre master, nous avons imaginé mettre en place ces mobilités virtuelles sur ce que l'on appelle des disciplines de culture. Et donc, nous avons mis en place la mobilité virtuelle pour l'ethnomusicologie, la psychoacoustique, l'analyse musicale en direction d'un objet audiovisuel ou encore des choses un peu plus générales comme l'histoire du cinéma. D'accord. Peut-être un mot sur la valeur ajoutée en fait de ces cours et comment ça s'articule un petit peu entre le présentiel et le distanciel, puisque selon l'enseignant, je vous laisse. Exactement. Alors la valeur ajoutée, c'est déjà offrir quelque chose qui n'est pas présent dans l'université. Par exemple, si un étudiant fait son master à Lyon et Bologne, et dans ces 2 universités ne sont pas donnés les cours de psychoacoustique, il peut profiter de cet enseignement qui est donné à l'Université de Montréal. Donc ça, c'est la vraie plus-value. La façon de faire, en réalité, est un mélange de présentiel et de mobilité virtuelle, puisque l'enseignant donne son cours en présentiel aux étudiants sur place. Ce cours est diffusé en même temps aux 3 autres établissements partenaires, en direct. Ce qui permet aux étudiants qui sont dans les 3 établissements, les 3 autres établissements, de poser des questions, de participer au cours. Donc on est exactement dans un exemple de mobilité hybride. Merci beaucoup, Gilles. Il y aura peut-être des questions également. Donc, merci Gilles Alonso du Conservatoire de Lyon pour cette intéressante articulation entre le présentiel et le distanciel. Très bien. Maintenant, nous avons une invitée qui est Elena Tegoska de la Commission européenne. Annabelle, je te laisse faire l'introduction. Bonjour, Elena Tegoska travaille à la Commission européenne où elle dirige l'équipe Erasmus+ enseignement supérieur au sein de la Direction générale éducation, jeunesse, sport et culture. Bonjour Elena, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Annabelle, avec grand plaisir. Merci. Alors tout d'abord, on va passer à la diapo suivante. Voilà. Tout d'abord, en fait, que pourriez-vous nous dire sur les objectifs de ces mobilités hybrides dans le nouveau programme Erasmus+ 21-27 ? Est-ce qu'on peut avoir la diapo, s'il vous plaît ? Eh bien, tout d'abord... Bon, merci beaucoup. Voilà. Et il y avait aussi le caractère plus inclusif, en fait, qu'on souhaitait interroger. Oui, tout à fait. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Très bien. En effet, l'introduction de la mobilité hybride dans le futur programme Erasmus+ 2021-2027 a pour objectif de rendre le programme plus inclusif disons, plus inclusif que ce qu'il n'est aujourd'hui, en
essayant de toucher toute une population d'étudiants que aujourd'hui le programme n'arrive pas encore à toucher. Donc ça, c'est le premier objectif. Ensuite, il y a un autre objectif, c'est celui de préparer peut-être les étudiants aux mobilités plus longues. On a entendu lors d'un témoignage précédent que parfois il y avait même des barrières psychologiques dans certains cas des étudiants qui ne se sentaient pas à l'aise d'entreprendre comme ça tout de suite une mobilité longue. Eh bien, les mobilités hybrides dans le futur programme vont permettre d'avoir une composante de mobilité physique qui dure moins longtemps et donc de donner à ces étudiants-là déjà une première expérience de la mobilité Erasmus. Et le troisième objectif, c'est vraiment de développer, de stimuler ce partage de pédagogie innovante au sein des établissements d'enseignement supérieur. Donc l'idée, c'est à travers la mise en place d'une mobilité virtuelle ou disons d'activités virtuelles dans le cadre des futures mobilités hybrides, d'amener les établissements d'enseignement supérieur, de les aider à s'ouvrir au digital, à introduire des pratiques pédagogiques qui se font en ligne, par exemple. Et quand vous dites plus inclusif, vous pensez à quel type de population, quel type de public étudiant? Alors c'est très large, en effet. Le public étudiant que l'on cible particulièrement avec cette mobilité hybride, cela peut aller des étudiants qui sont dans certaines disciplines pour lesquelles, dû à une réglementation nationale, il est difficile de partir en mobilité longue. Par exemple, ici, je pense concrètement au cas de la médecine dans certains pays. Mais ensuite, on parle bien sûr aussi d'étudiants qui proviennent de milieux socio-économiques défavorisés, aussi des étudiants qui sont parents et qui, dû à comment dire, à des contraintes familiales. Des contraintes, merci. Des contraintes familiales ne peuvent pas non plus s'absenter pour une durée à long terme. Cela peut être aussi, disons, des étudiants athlètes qui sont des athlètes professionnels, mais qui entreprennent en parallèle des études d'enseignement supérieur et qui, dû à leurs contraintes professionnelles, ne peuvent pas s'absenter. Pour une mobilité physique de longue durée, cela peut être aussi des étudiants qui doivent travailler et qui ne pourraient pas s'absenter. Donc la catégorie, et ici encore, je ne suis pas tout à fait exhaustive, ce sont des exemples ci et là, mais la catégorie de public que l'on touche, c'est vraiment très large. Cela concerne aussi les cycles, donc la mobilité hybride va concerner tous les cycles, du bachelier en passant par le master et au doctorat. Et dans ce sens-là, on sait que dans certains pays, partir en bachelier dû à la structure des programmes d'études, parfois c'est difficile aussi. Eh bien, toute cette population d'étudiants-là auront la possibilité de entreprendre une mobilité hybride. Et si je peux faire juste une petite parenthèse pour souligner le fait que en parallèle de l'introduction de ces mobilités hybrides, bien sûr, la norme dans le futur programme restera la mobilité physique, disons de longue durée, ou la mobilité classique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est un élément principal qui restera l'élément principal dans le futur programme. Ici, l'idée avec les mobilités hybrides, c'est d'introduire de nouvelles possibilités pour toucher de nouveaux groupes d'étudiants que l'on ne touche pas assez aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, pour résumer, la mobilité hybride, c'est une activité distancielle, complétée obligatoirement par une mobilité physique. Alors dans l'action 1 du futur programme, on parle également de mobilité hybride avec des accords bilatéraux, mais aussi de programme intensif hybride. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à la différence qu'il y a entre ces deux activités ?
Oui, tout à fait. Donc, l'idée, de nouveau, dans cette optique d'être le plus inclusif possible et de permettre à un plus grand nombre d'étudiants de profiter de ces mobilités hybrides, l'idée, c'est d'être flexible et de permettre la mise en place de mobilités hybrides, disons, sur base d'un accord interinstitutionnel. D'ailleurs, petite parenthèse, ici aussi, au niveau des futurs accords interinstitutionnels, il y aura un champ spécifique pour indiquer si les deux universités qui signent cet accord interinstitutionnel sont d'accord de mettre en place ou d'ouvrir la mobilité hybride à leurs étudiants. Et donc ici, ce serait très concrètement un étudiant qui part en mobilité dans le cadre de sa mobilité Erasmus, il part en mobilité physique. Eh bien, l'idée c'est de donner la possibilité à cet étudiant de compléter cette mobilité physique avec une activité virtuelle. Dans ce sens-là, lorsque ces mobilités seront des mobilités de courte durée, ces mobilités-là spécifiquement seront obligatoirement devront être obligatoirement complétées par une composante virtuelle, donc par une activité virtuelle qui pourra se faire avant ou après la mobilité physique. Lorsqu'on parle de mobilité classique, donc des mobilités, disons, de 6 mois ou de 8 mois, bien sûr, l'étudiant aura la possibilité de aussi entreprendre une activité virtuelle, mais ici, on n'aura plus cet aspect obligatoire. En ce qui concerne la mise en place des programmes intensifs hybrides, ici l'approche est un peu différente dans le sens où l'idée est de développer et mettre en place un programme court, intensif, qui sera mis en place par minimum trois établissements d'enseignement supérieur provenant de 3 pays programmes, qui durera pour le moment, ce qu'on a en tête qui est sur la table, mais ça reste encore sous discussion. Ce seront des programmes qui dureront de 5 à 30 jours, donc vraiment des programmes intensifs. Et la mobilité physique de ce programme donc devra être entre 5 et 30 jours, mais de nouveau, ces programmes-là devront être obligatoirement complémentés par des activités virtuelles. Et ces activités virtuelles, concrètement, je pense que les intervenants précédents ont donné de très beaux exemples de concrets de comment on peut mettre en place des activités virtuelles, et tous les exemples évoqués, bien sûr, entreront dans cette définition qui sera une définition assez large de que veut dire l'activité virtuelle dans ce cadre spécifique. Et donc, sur les premiers éléments stabilisés du nouveau programme, Elena, est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots? Oui, bien sûr. Donc, j'ai parlé ici du côté par rapport à la mobilité physique, la durée de la mobilité physique. On se dirige là sur une durée entre 5 et 30 jours pour les mobilités courtes. Et donc, je répète, dans ce cas-là, elles devront obligatoirement être complémentées par une activité virtuelle. Dans le contexte des programmes intensifs hybrides, eh bien, l'idée aussi au niveau du financement, c'est de donner à l'université ou aux universités qui organisent un budget pour l'organisation et pour la mise en place de ce programme. Et au niveau des participants qui pourront bénéficier de ces programmes intensifs, on parle aussi bien des étudiants que du staff académique et administratif. Pour le moment, on va probablement mettre aussi un nombre minimum de participants. Et là, on se dirige aux alentours de 15 participants minimum. Ensuite, en ce qui concerne la mobilité hybride d'études, donc mobilité d'études, ici, l'idée serait que la partie virtuelle doit être reconnue par au moins 3 crédits ECTS. Donc, la partie de l'activité virtuelle n'aura pas de durée en jours, donc n'aura pas une minimum durée en termes de jours, mais ici, le résultat que l'on veut voir, c'est qu'est-ce que l'étudiant aura appris, quels seront ses acquis en termes de compétences acquises à la fin de cette activité virtuelle. Et là, un minimum de 3 crédits ECTS au niveau de cette reconnaissance devra être respecté.
Est-ce que vous parlez de mobilité d'études, mais est-ce que ça sera aussi possible pour des mobilités de stage, par exemple? Oui, absolument. La mobilité hybride concernera autant la mobilité d'études que la mobilité D'accord. de stage dans le futur programme. Et concrètement, une mobilité hybride de stage, on pourrait imaginer qu'un étudiant fasse un stage, disons, d'un mois, qui serait complémenté avant ou après avec un télétravail, donc avec des tâches très spécifiques qui pourront être faites en ligne, comme pour donner un exemple. Est-ce qu'on a parlé de tout peut-être mais en tout cas, il y aura peut-être des questions. En fait, on reviendra vers vous, Elena. En tout cas, un grand merci parce que c'était très clair. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Et dans quelques instants, on passera la parole à Laurent s'il y a des questions. Oui, pas mal de questions effectivement là, qui commencent à arriver et qui ont obtenu déjà beaucoup de réponses suite à l'intervention de D'accord. la dame de la commission. Merci beaucoup. Oui, donc Alors, voyons. avant les de faire le ressources. point voilà, sur vos réactions avec Laurent, nous allons vous indiquer ici où vous pouvez trouver des exemples de projets qui proposent des activités distancielles qui pourront être complétées par des mobilités physiques. Donc, si vous pouviez lancer la vidéo, donc le temps que ça arrive, je l'ai la vidéo. Donc, il s'agit d'aller sur le site de l'agence. Vous allez pouvoir cliquer sur le menu et accéder en fait à la plateforme Erasmus Project Results, sur laquelle vous allez pouvoir faire une recherche avancée en choisissant le programme, bien sûr Erasmus, l'action qui est l'action de coopération, et également les partenariats stratégiques de l'enseignement supérieur. Vous pouvez également choisir le sujet. Donc, pour trouver des activités distancielles, vous choisissez en fait le mot-clé, je ne me rappelle plus, le thème Open and Distance Learning, puis par exemple le pays, la France, et puis vous cherchez des coordonnateurs. Et là, par exemple, vous allez trouver plusieurs 18 projets, dont par exemple un projet de l'ENSEC de Bordeaux qui a conçu et mis au point un jeu interactif qui permet aux étudiants de plusieurs pays européens de s'auto-évaluer, mais également de concevoir des supports pédagogiques. Voilà, donc là vous retrouvez les partenaires, les coordonnateurs. Il paraît que ce jeu a remporté beaucoup de succès avec les étudiants notamment. Quel était l'objectif de cette application ludique ? En fait, l'objectif de cet outil était de donner aux étudiants issus des différents pays partenaires un socle de connaissances communs avant leur mobilité physique. Voilà. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, il s'agit d'inciter les étudiants issus des différents établissements partenaires de préparer leur mobilité en troisième année de licence en travaillant sur des contenus de L1 et L2 de l'établissement d'accueil pour homogénéiser les prérequis. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Voilà. Nous allons maintenant passer la parole à notre collègue Laurent, qui va faire le point sur vos réactions. Donc, je suppose qu'il y a pas mal de questions. Heureux de prendre la parole pour les participants, parce que je vois qu'il y a pas mal donc, de réactions. Alors, je vais essayer un petit peu de regrouper donc, l'ensemble des questions. Alors, ça ne sera pas une question précise, mais plutôt des thématiques qui ont été abordées. Il y a eu toute une première partie des échanges qui ont été des questions finalement très pragmatiques. Qui, quand, pourquoi, comment. Je pense que l'intervention de Madame de la Commission, là, vous avez répondu, Elena, voilà, vous avez répondu donc à ces questions, puisqu'il était question de quelle va être la durée minimum de ces mobilités. En termes de contenu pédagogique, est-ce qu'il y aura une modification au niveau des accords interinstitutionnels? L'ordre, est-ce que c'est physique, virtuel et physique? Et bien entendu, la question du financement, qui est une question qui est récurrente. Vous voulez réagir sur cette première thématique où ça ne mérite pas de développement spécifique? Ensuite, une question également assez intéressante, existe-t-il une plateforme de projet pour pouvoir être source d'inspiration? Donc tu l'as dit, il y a la fameuse plateforme Erasmus Without Project Results, oui. Project Voilà, Result. que vous pouvez trouver sur le site de l'agence. Erasmus Plus Project Results. Voilà. Et est-ce que e-twinning est utilisable pour les établissements d'enseignement supérieur? À part pour les élèves qui sont en BTS, donc au sein effectivement d'un établissement secondaire, normalement c'est limité à ça. Ça pourrait être un projet, d'ailleurs, dont les établissements d'enseignement supérieur pourraient s'emparer, de créer une plateforme à mutualiser avec un peu sur ce modèle, mais qui serait du coup adaptée à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. C'est vrai que peut-être que ça serait une bonne idée. Il y a eu également des questions qui me semblent assez intéressantes pour tout ce qui est l'évaluation.
l'évaluation du cours, du temps passé donc à distance? Est-ce qu'il y aura des ressources qui seront proposées? Alors peut-être Elena, est-ce que Peut-être vous Elena. avez une réponse, des éléments de réponse par rapport à l'évaluation? Vous avez évoqué la reconnaissance, mais au-delà de la reconnaissance, il me semble qu'il y a des choses peut-être à construire en termes d'évaluation de ces activités distancielles. Oui, tout à fait. Et là, on développera des sortes de guidelines, un peu de bonnes pratiques à l'attention des évaluateurs, donc des staffs académiques, pour les aider, surtout ceux qui débutent, disons, dans l'enseignement à distance, pour les aider dans cette optique-là. Peut-être une petite information aussi par rapport à la plateforme. En effet, eTwinning, c'est focalisé et cible notamment plutôt les écoles. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a un projet d'ailleurs qui est en cours, un projet Erasmus+, qui s'appelle Open You Hub et qui est en train de développer une plateforme en ligne qui sera mise à disposition de tous les établissements d'enseignement supérieur et qui vise à être un one-stop shop pour ces établissements, pour y trouver toutes les informations nécessaires pour la mise en place de cours en ligne, mais pour aussi pouvoir faire des cours en ligne à travers cette plateforme et pour les étudiants de pouvoir peut-être voir quelles sont les offres qui existent en termes de cours en ligne dans les différents établissements d'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, il y a plusieurs universités françaises qui font partie de ce projet-là. Comme je disais, c'est toujours en cours, mais nous avons un bon espoir qu'à terme, et surtout pour le prochain programme, cette plateforme pourra être utilisée par un plus grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur. C'est Open You Peut-être App ou Open You Lab? Hub, H-U-B. D'accord, Hub. d'accord. Euh, Merci. Au niveau de la... Oui, pas de problème. Au niveau du financement de la partie virtuelle, il n'y aura pas à proprement parler de financement de cette partie virtuelle. Donc, on va continuer de travailler avec des bourses d'étudiants qui couvrent la mobilité physique. Et lorsque celle-ci sera de plus courte durée, ce sera bien sûr une bourse adaptée et qui sera basée sur les jours passés en mobilité physique. Et peut-être aussi une réponse par rapport à l'ordre. Est-ce qu'il y aura d'abord mobilité virtuelle et puis mobilité physique ou le contraire? Ça va rester totalement flexible, bien sûr. Ça, c'est en fonction de chaque programme d'études, de chaque développement de cours en ligne que les professeurs prendront ces décisions-là. Donc, de notre côté, en tout cas, ça sera tout à fait flexible. Si je peux juste encore ajouter un petit élément pour dire que ce sont des nouvelles activités, ce sont des nouvelles possibilités, en effet, dans le cadre du prochain programme. Néanmoins, elles auront lieu dans le cadre déjà connu par toutes les universités, qui est celui de l'action clé ou de la future action clé 103 qui sera dédiée aux mobilités des étudiants et des enseignants. Donc, on ne viendra pas avec des extras, disons, de la extra brasserie. On essaie de limiter ça au plus et d'utiliser vraiment le cadre qui existe pour ouvrir des possibilités et notamment les possibilités de mobilité hybride. Donc, un établissement qui a la charte ETCHE pourra donc cocher, entre guillemets, ces différents types d'activités dans le cadre de l'action clé 103. Tout à fait. D'accord. Je confirme, oui. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être, Oui, Laurent? alors une remarque pour changer qui m'a semblé assez intéressante. La mobilité hybride, c'est l'évolution d'un Erasmus qui n'est pas figé. Donc, je trouvais l'expression assez intéressante pour vous la partager. Enfin, une autre question aussi, est-ce que Erasmus va perdre son identité dans le cadre de ses mobilités virtuelles? C'est une bonne question. On va y répondre en conclusion. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Non, alors peut-être une question un peu plus précise où on a demandé justement de préciser la différence qui n'a pas été réellement comprise entre mobilité hybride et mobilité pour les programmes intensifs. Ah oui. Alors, donc des besoins d'éclaircissement de la part de 2 ou 3 internautes. C'est pour vous à nouveau, Elena. Oui.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Et ce sont des nouvelles, comme on disait, des nouvelles activités. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir ce besoin de clarification. Disons que de la perspective d'un étudiant, eh bien, il aura le choix de faire une mobilité hybride de courte durée, soit à travers un accord Erasmus bilatéral que son université a avec une université partenaire, soit à travers un programme intensif d'études, donc hybride, donc qui sera organisé alors dans ce cas ou qui devra être organisé dans ce cas par un minimum de trois universités. Ici, concrètement, on parle, pour vous donner un exemple, d'école d'été. On peut imaginer, voilà, une école d'été qui est organisée par 3 universités d'une durée, disons, de 2 semaines. Eh bien, dans ce cas-là, un étudiant pourra entreprendre une mobilité hybride et aller suivre cette école d'été. Il sera financé par le programme Erasmus. L'université qui organise ce programme recevra de l'argent pour l'organisation de celui-ci. Et donc, c'est de nouveau une possibilité supplémentaire qui est offerte aux étudiants et aux universités. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux, on a encore quelques minutes, si tu veux. Tu me dis, Annabelle, à disposition, il y a deux petites questions Deux petites supplémentaires, questions, si tu mais veux. allez. Quelle stratégie Soyons pourrait être mise en place pour attirer les étudiants à ce type de mobilité? Pardon, je n'ai pas En bien. termes de stratégie de promotion pour inciter les étudiants à ce nouveau type de mobilité, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que tu as des idées par rapport à ça ou des choses qui existent déjà ou à développer, à promouvoir? Alors moi personnellement, peut-être qu'on peut donner la parole à Sonia Sébastien ou à Sébastien. Sonia pour répondre sur cette Oui. question de Je crois que stimulation, de... Absolument. Je crois que Sébastien a des problèmes de connexion, donc il a plus sa vidéo au moins, mais il nous entend peut-être. C'est une bonne question et donc la brève enquête que j'évoquais tout à l'heure, nous l'avons menée non seulement auprès des enseignants mais également auprès des étudiants pour vous dire aussi l'attente de l'ensemble des étudiants de nos universités par rapport au projet de EDUC en général et puis aux différents dispositifs que nous sommes en train de mettre en place. Je pense pas que ce soit un souci en réalité que d'attirer les étudiants vers ces dispositifs. Ils l'ont d'ailleurs manifesté au sein de notre enquête puisqu'ils ont dit que les mobilités virtuelles associées à des mobilités courtes les intéressaient beaucoup. Encore une fois, c'est le cas de nos universités et c'est le cas de nombreuses universités en France et ailleurs dans le monde. Et c'est exactement l'objectif qui a été présenté en préambule de la mise en place de ces nouveaux dispositifs. C'est vraiment au contraire de proposer des nouveaux formats pour essayer d'amener à la mobilité des étudiants dans la mobilité physique, des étudiants qui en sont éloignés aujourd'hui. Ces mobilités virtuelles, j'aime pas ce terme de mobilité virtuelle, mais ces échanges virtuels sont une première expérience. C'est vrai, ce qu'on a souhaité privilégier, c'est plutôt activité à distance, dans un cadre plus vaste de mobilité hybride qui les combine avec de la mobilité physique. Et donc ces dispositifs hybrides qui ont été d'activités à la fois virtuelles et puis mobilité courte, physique, ont déjà été largement testés par de nombreuses universités, notamment américaines, et qui ont toutes, mais pas seulement, qui ont toutes constaté à quel point ces échanges virtuels étaient une manière de franchir une barrière psychologique ou culturelle en faisant toucher du doigt et expérimenter d'eux-mêmes les étudiants cette coopération avec d'autres étudiants, avec des pairs. C'est ça qui est aussi important, c'est le fait que ce rapport avec les pairs permet de rapprocher et de démystifier aussi la mobilité physique. Et lorsque vous associez à ça donc ces projets entre étudiants, entre pairs,
virtuelle, quand vous associez une courte mobilité physique, là, on a vraiment un très fort attrait brusquement, une réalisation que cette mobilité, c'est pas si compliqué que ça. On a déjà un contact dans ce pays, dans cette université. On a fini par les rencontrer et un certain nombre d'étudiants étaient dès lors prêts à embrayer derrière une mobilité qui pouvait être relativement longue. Voilà, donc j'atteste déjà chez nous d'un intérêt particulier pour ces formats-là, et je sais que d'autres universités ailleurs dans le monde qui l'ont aussi largement mis en place ont réussi comme ça à mettre le pied à l'étrier à des étudiants jusque-là très, très loin de toute forme de coopération internationale. Karine Durieux, peut-être que c'est ça que vous avez vu avec vos étudiants, qu'en se mettant en relation dans des activités interculturelles avec des étudiants ailleurs. Est-ce que du coup ils sont prêts à partir, ces étudiants-là? Oui, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est des étudiants qui, en BTS, sur ce BTS-là du moins, n'avaient pas l'opportunité de partir à l'étranger. Mais c'est vrai que la possibilité d'échanger avec des pairs, et nous, on travaillait sur vraiment des équipes mixtes internationales, donc ils étaient aussi bien avec des Belges que des Espagnols, des Portugais. C'est vrai que ça leur ouvre beaucoup de portes. Et nous, c'était des étudiants majeurs, ce qui fait que les premiers échanges, ils les ont fait effectivement sur cette plateforme sécurisée du TwinSpace. Mais ensuite, ils se sont très vite échangés leurs comptes Facebook, Instagram, etc. Et je sais que ça va être un premier pas vers des échanges qui vont de toute façon se poursuivre. Donc la question qu'on avait tout à l'heure sur cette perte d'identité, je pense que c'est pas du tout le cas. Enfin, moi, je vois vraiment le projet, cette plateforme eTwinning, comme l'idée de rendre l'Europe extrêmement concrète, en fait, et de faire en sorte que ces étudiants prennent conscience de ce qui se passe en Europe et deviennent un peu des citoyens européens, en fait. On n'y reste que quelques minutes, donc on va conclure. Donc, Annabelle, oui, pour conclure, ce qu'il faut retenir des mobilités hybrides. Mais en fait, on a donc affaire à des activités à distance pour compléter les mobilités physiques, des activités collaboratives, ludiques, interculturelles, innovantes, des activités qui présentent une réelle plus-value dans par exemple la préparation des mobilités physiques, des activités pour amener des processus de co-création à distance dans les programmes d'enseignement, des activités pour partager, capitaliser sur des ressources communes. Et rassure-moi encore à nouveau, on pourra toujours faire des mobilités physiques. Eh bien oui, parce qu'en fait, la mobilité physique, ça reste quand même le cœur d'Erasmus. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir compléter, peut-être les rendre plus courtes pour qu'elles soient plus accessibles, plus inclusives. Mais il est vrai que la mobilité physique, c'est aussi de cette façon que les participants au programme Erasmus acquièrent ou renforcent des compétences transversales qui sont très utiles en fait dans la vie professionnelle. Donc voilà, je pense que ça reste le cœur d'Erasmus. On ne perd pas l'identité. Très bien. Jean-Louis? Oui, mais nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Tous nos supports et l'enregistrement de cette rencontre seront mis à disposition sur le site de l'agence. Pour nous aider également à nous améliorer, merci de compléter notre questionnaire de satisfaction, ça vous prendra 3 minutes. Et pour rester informé, bien sûr, la lettre Erasmus. Merci à tous de votre attention et merci à nos témoins. Merci à tous de votre participation. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner et de répondre à nos questions. Merci Laurent de nous avoir aidés dans cet exercice. Voilà, à bientôt. À bientôt. Merci à vous.